Tout le monde. En tout cas, bonsoir tout le monde. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir parmi nous ce soir pour encore une nouvelle session de Global Human Value où nous allons parler de valeurs. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Ce soir, c'est un sujet intéressant que nous allons parler. Un sujet, je pense, qui touche pas mal de personnes. En tout cas, des leaders, des personnes qui veulent vraiment prendre soin de soi et qui veulent vraiment avoir une santé de fer pour pouvoir accomplir leur mission de vie ou tout simplement enjoy, comme on dit, hein, donc vraiment kiffer sa life. En tout cas, vous êtes là au bon endroit et au bon moment. Nous allons passer 1 heure avec vous ce soir et nous allons parler en fait de la santé et du bien-être et quel est le rapport avec les valeurs. Pourquoi c'est si important en fait de parler de santé et bien-être et de faire le lien avec les valeurs. Avant de laisser la parole à Astrid, je me présente rapidement. Donc, je suis Kabongo Natacha, je suis aussi coach. En fait, j'accompagne les managers, les leaders, les cadres dirigeants à développer un leadership basé sur les valeurs fondamentales. Voilà. Donc, je suis fait partie aussi de la plateforme Global Human Value où vous pouvez aller regarder ce que nous vous offrons dans cette plateforme. En fait, dans cette plateforme, en gros, vous allez retrouver justement des parcours de valeurs qui vont vous aider justement à développer, bon, comme je parle de leadership, donc un leadership basé sur les valeurs. Mais vous allez trouver aussi des parcours de valeurs autour de la famille, autour des enfants. Vraiment, c'est quelque chose qui pourra vraiment vous aider dans votre vie au quotidien. Et autre chose aussi que vous allez pouvoir trouver, c'est des self-studies justement sur la santé et le bien-être. Et justement, en parlant de ça, je vais laisser la parole à Astrid Meyer qui va vous dire un peu plus là-dessus. Bonsoir Astrid. Bonsoir, merci pour cette introduction et merci d'être là. Vous tous et toutes qui ont pris ce temps, vous êtes inscrits, donc quel plaisir. À côté de ça, on a aussi nos spectateurs en direct, en live sur LinkedIn, sur Facebook, qui nous suivent parce que vous tous, vous voulez découvrir déjà notre invité. D'ici un petit moment, je vais vous le présenter. Mais pour commencer déjà vraiment, c'est un plaisir, un honneur d'être là avec vous ce soir parce qu'on vit des temps pas faciles. Je pense que tout le monde est d'accord. Il y a des défis autour de nous, que ce soit dans le monde professionnel comme dans le monde privé. On voit que la santé, c'est une clé pour rester en bonne santé. C'est pas facile. Et ça soit dans les milieux professionnels où on est défié avec du stress, avec des urgences, mais qui Mm, ont forcément aussi des conséquences sur notre santé. C'est vrai, au bout de quelques temps, lorsque j'étais engagée dans tous ces aspects sur les leaderships et les entreprises, moi-même, j'ai traversé différentes épreuves avec des cancers et c'est là où j'ai rencontré notre invité ce soir, Jean-Philippe Richter, médecin généraliste, mais aussi spécialisé en micronutrition. Et c'est comme ça, on a commencé à cheminer. Au début, c'était vraiment passion et docteur. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous annoncer qu'ensemble, nous avons préparé des formations, des enseignements, et c'est de ça qu'on va vous parler. Du coup, je laisse déjà la parole à Dr. Jean-Philippe Richter pour s'introduire tout en laissant encore arriver peut-être les dernières personnes qui sont en train de nous rejoindre. Mais en tout cas, bienvenue et quel plaisir d'être là. Bien, bonsoir. Effectivement, je suis le docteur Jean-Philippe Richter. Je suis médecin généraliste à la base. J'ai plusieurs spécialités, médecine du sport, gériatrie, mais surtout, comme Astrid l'a très bien dit, je suis spécialisé en micronutrition depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Je suis très très heureux d'être là et de pouvoir partager ce que je sais et ce que je peux vous procurer comme aide pour maintenir une santé optimale. Et on va voir que par quelques moyens, par une modification simple de l'alimentation, par éventuellement une complémentation si c'est nécessaire, on peut arriver à avoir un résultat optimal sur plein de facteurs, sur la fatigue, sur la gestion du stress, etc. Mais tout ça, comme on l'a déjà dit, on va le voir dans des vidéos que nous avons enregistrées et qui seront à votre disposition sur le site de Global Value.
Voilà, je crois qu'on va pouvoir démarrer. Astrid, je te laisse la parole pour suivre. Ma Volontiers. présentation suffit. En tout cas, je vois, nous sommes nombreux et vous venez de différents endroits. On n'est pas du tout seulement orienté Suisse, même si nous, dans le Dr Jean-Philippe Richter, on est basé en Suisse, mais on a un public large qui vient de différents endroits. Si vous voulez, vous pouvez mettre dans les chats d'où vous venez. Ça nous aidera aussi peut-être à vous répondre différemment. Quoique, je dois quand même préciser, Jean-Philippe Richter, c'est tout à fait 100% suisse, mais il y a des origines. Alors, je suis alsacien à la base, français, suisse, valaisan d'adoption. Absolument. Du coup, voilà, sentez-vous accueillis. Je vois quelques personnes alsaciens qui sont là parmi nous. Donc, voilà, on est... Ah oui, oui, on voit l'Alsace. Londres, c'est vraiment de différents endroits parce que la santé, elle a une Ah, chose de extraordinaire. C'est la même chose pour tout le monde. Oui, on est égal partout. On a des endroits où on a plus d'hôpital que d'autres, ou un meilleur suivi. Peut-être en Suisse, on est quand même pas mal gâté à avoir l'accompagnement. Mais vous allez voir aujourd'hui qu'il y a médecine et médecine. Et c'est justement un peu tous ces points qu'on veut approfondir pour mieux comprendre. Mais pourquoi? Encore quelqu'un qui dit qu'il y a quelque chose de différent. Qu'est-ce qui fait comme ça la différence? Je peux juste vous dire dans l'entrée encore c'est que j'ai travaillé, ça fait 3 cancers et je crois, sans l'accompagnement du docteur Richter, je ne serais plus là. Donc, je vois clairement de tels résultats. Je devrais être un légume avec toutes les chimios que j'ai derrière moi. Mais aujourd'hui, je suis là avec vous et j'ai ce plaisir de vous transmettre ces bonnes choses qu'on a préparées pour vous. Et comme Jean-Philippe l'a dit, on vous a préparé des vidéos d'enseignement, de formation. Mais aujourd'hui, on ne va pas juste vous parler de tout ce qu'on a fait dans des vidéos. On veut concrètement entrer dans des sujets et après vous laisser aussi la place pour questionner, pour poser des questions par rapport à des sujets qui vous préoccupent. Bien sûr, on ne pourra pas faire une consultation. Ah, vous nous excuserez quand on devra couper un peu, mais on pourrait vous orienter à différents endroits parce qu'on vous a préparé 10 vidéos avec les thématiques vraiment principales qu'on pense qui pourraient être intéressantes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va traiter? Parce que franchement, après l'hiver, le printemps, mais on est fatigué. Donc, Jean-Philippe Richter, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur qu'est-ce qui se passe dans notre corps aujourd'hui et pourquoi on a cette fatigue au début, au printemps? Et nous donner peut-être quelques clés à déjà nous faire réfléchir. Alors déjà, la fatigue qui arrive, qui survient au printemps, c'est un peu la même chose qu'en automne, quand le soleil descend. Et quand on a moins d'ensoleillement, eh bien, malgré tout, le moral descend et on se sent moins bien. La preuve en est, c'est que dès les beaux jours, on a l'impression, comme les bourgeons et comme les fleurs, que le corps se réveille avec tous les aléas qu'il a, et en particulier des petites douleurs parce qu'on commence à bouger, et puis la peau qui commence à sécher, et puis tout un tas de petits problèmes. Et ça, c'est très souvent lié à une modification de l'alimentation pendant l'hiver. On mange pas la même chose en hiver qu'en été. Et c'est d'autant plus flagrant dans nos régions où fruits et légumes qui sont obligatoires toute l'année, ma foi, entre octobre et avril, on n'a pas grand-chose et pas beaucoup de choix. Et du coup, l'organisme s'appauvrit, notamment dans des produits colorés qui sont riches en antioxydants, en anti-inflammatoires naturels. Et du coup, ben, ça commence à manquer. Et à la sortie de l'hiver, on ressent les carences, on ressent l'apparition de ce terrain un peu inflammatoire qui ne nous quitte quasiment jamais parce qu'on mange mal malgré tout et on aura beau faire, on mange presque toujours mal. Et ça, il faut pouvoir le corriger, il faut en avoir conscience et c'est peut-être la première chose qu'il faut faire. Après, à la sortie de l'hiver, on se retrouve aussi avec des carences en vitamine D parce qu'on n'a pas eu le soleil et donc la vitamine D manque. La vitamine D qui manque, ça donne de la fatigue, ça donne aussi des angoisses qui sont pas toujours justifiées par quelque chose, qui apparaissent comme ça sans comprendre pourquoi. Et puis, bien sûr, tout un tas d'autres micronutriments, la vitamine B12,
etc. Et ça nécessite, et le faire, et ça nécessite bien sûr, si c'est possible, de faire des bilans ou de consulter pour savoir laquelle de ces vitamines ou de ces minéraux me manque. Mais il n'y a pas que ces origines, il y a aussi le sommeil, il y a aussi quelque chose qui est très important, que nous avons d'ailleurs traité dans une vidéo, c'est le stress. Le stress augmente, on vit quand même dans une période un petit peu agitée, c'est le moins qu'on puisse dire, un peu partout mondialement, et ce stress qui est latent et qui est quand même une inquiétude basique dans d'esprit de tout le monde, se manifeste également par une occupation de notre cerveau qui utilise beaucoup d'énergie pour pouvoir le gérer, et il se ressent quand il se rajoute en plus au stress du travail, au stress de l'activité qu'on a tous les jours. Et tout ça, ça se gère, ça se manage, et ça se manage, et je vais insister là-dessus, ça se manage beaucoup par ce qu'on met dans notre assiette. Donc, on a bien compris, il y a différents éléments. On sort de l'hiver, on a mangé peut-être un peu moins bien, mais pourtant, on se dit souvent, on mange bien. Maintenant, le stress, c'est peut-être quand même aussi parce que tout à coup, il y a plein d'activités. L'année a commencé, mais on est déjà en plein dedans et puis on n'a encore pas pu tout faire. Mais en fait, dans notre corps, il se passe quoi au juste avec tous ces éléments? Alors, le problème, c'est qu'à partir du moment donné où on a un stress, on commence à voir apparaître une perturbation de ce qu'on appelle le microbiote, donc la flore intestinale de notre intestin. On commence, une fois que ce microbiote est perturbé, on voit apparaître une inflammation chronique qui ne se mesure pas, enfin qui se mesure biologiquement, mais qui ne se mesure pas comme ça, simplement en interrogeant les gens, sauf si vous êtes super spécialisé et que vous arrivez à repérer des symptômes d'une inflammation chronique. Inflammation chronique, dont je crois on a aussi fait une vidéo là-dessus. C'est quelque chose qui aujourd'hui est essentiel parce que l'inflammation chronique, comme la caramélisation de notre corps, comme l'oxydation de notre corps, font partie des trois causes principales de toutes les maladies dont on peut souffrir, que ce soit le cancer, les maladies dégénératives, que ce soit la dépression, que ce soit les maladies cardiovasculaires, quelles qu'elles soient, elles sont toujours causées par un stress oxydant, par de la rouille, hein, pour parler clairement, par de l'inflammation qu'on ne mesure pas. Et quand on a des petites douleurs à droite et à gauche, eh bien, c'est la manifestation de cette inflammation qui va aggraver la petite douleur, va faire apparaître une grosse douleur. Une petite tendinite va devenir une tendinite chronique. Une petite entorse va faire beaucoup plus mal que c'est nécessaire. Bref, ce terrain est favorable aux ennuis. Et il est des ennuis tout petits comme tout gros. Et donc ça, c'est ce qui se passe dans le corps, donc l'inflammation, l'oxydation. Malgré tout, en hiver, on a plus tendance à manger le chocolat que de la salade verte, et le chocolat, c'est du sucre, et le chocolat caramélise, et on se retrouve avec la troisième conséquence, c'est la caramélisation de notre corps, donc un vieillissement accéléré. Et donc tout ça contribue à déclencher fatigue, anomalies dans nos cellules, dysfonctionnement cérébral, dysfonctionnement de notre corps, et ça, malgré tout, ça s'évalue. Il suffit d'écouter les personnes, les plaintes, les symptômes, les signes qui apparaissent. Et quand on sait les repérer, on peut très vite pouvoir y remédier. Alors, si tu permets, je vais peut-être donner un exemple tout concret. C'est vrai, la première idée, c'est quand on est fatigué, on se dit, ah, on manque de fer. Donc, on contrôle de fer. Et là, les médecins, ils disent souvent, ah non, non, tout va bien, vous allez bien, tout va bien. Ben, chez moi, en fait, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas bien, mais je ne savais pas quoi. Et c'est là, c'est vrai, Jean-Philippe Richter, tu m'as juste dit, ouh, tes intestins, est-ce que tu prends soin de tes intestins? Oui, tout va bien, je n'ai pas de problème d'intestin. Donc, en fait, on ne sent pas quand on a des inflammations. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas seulement la flore intestinale, il y a aussi la muqueuse intestinale. Et si ces deux coussinets ou protections, ah, moi je parle du simple, donc vous m'excuserez, mais des fois ça nous aide à mieux comprendre. Mais si c'est plus étanche, ben, qu'est-ce qui se passe? Les produits traversent sans que le corps puisse en extraire ce qu'il y a vraiment besoin. Et en fait, vous pouvez vous nourrir des meilleurs des plats, même faire très attention en hiver, parce qu'on a la possibilité d'acheter des salades en hiver, hein. Mais en fait, non, si l'intestin n'est pas bien soigné, et j'ai pu le voir, il m'a fallu quand même presque 3 mois, hein, pour rétablir cette flore intestinale et la muqueuse. Et je peux vous dire, depuis, je retiens
tous ces compléments que autrement on les perd juste dans la nature. Mais peut-être deux mots, parce que tu m'avais frappé aussi avec cette analyse. C'est vrai, on vous dirait les prébiotiques, les probiotiques, tout le monde connaît plus ou moins, oméga 3 aussi, mais qu'est-ce qu'on a aussi remarqué? C'est qu'on trouve de tout. Peut-être donne-nous déjà d'entrer quelques mots. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette micronutrition d'aller encore plus loin pour chercher des réponses à ça? Alors, moi, je voudrais juste revenir sur l'intestin dont tu parlais. En fait, l'intestin, il est fait, je vais être un peu plus scientifique, mais en restant simple, l'intestin, il est fait de trois parties. Une partie superficielle qui est l'intérieur de l'intestin, ce sont les bactéries qui couvrent la muqueuse dont tu as parlé. Donc ça, ce sont les cellules qui forment la paroi intestinale. Et sous les cellules, il y a quelque chose de super important, c'est tout notre tissu immunitaire. C'est là que se passe notre immunité et c'est juste en dessous de ces cellules. Et donc ces cellules sont toutes soudées dans des conditions normales, elles sont soudées entre elles et donc elles ne laissent passer les micronutriments que nous ingérons qu'à la condition où la flore intestinale les repère. Et si jamais vous avez perturbé cette flore, que vous avez perturbé ce fonctionnement, eh bien, ces jonctions entre les cellules vont se rompre et vont laisser passer des aliments qui, parce qu'on est stressé, parce qu'on ne mange pas longtemps, vont pénétrer dans notre corps et fabriquer des anticorps. Et ces anticorps vont se développer au niveau intestinal et vont être certainement une des causes des intolérances dont on souffre. Et quand vous faites des tests de dépistage d'intolérance, moi, ça m'arrive souvent de voir des patients qui viennent avec une liste longue comme le bras d'aliments qu'ils ne peuvent plus manger parce qu'ils sont intolérants. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus les manger, ça veut juste dire que votre intestin, il est complètement poreux. Donc, il faut rétablir cette étanchéité intestinale comment dirais-je, reconstruisant à la fois la barrière de la muqueuse et également les bactéries. Donc, on va donner les probiotiques qui sont constitués de bactéries qui vont réensemencer notre flore intestinale et de prébiotiques qui sont des fibres alimentaires pour à la fois nourrir ces bactéries et pour renforcer notre intestin. Alors, qu'est-ce qui a fait, pour venir à ta question, qu'est-ce qui a fait que quand j'ai commencé à faire cette spécialité, je me suis rendu compte qu'en fait, on a besoin d'aide parce que dans notre alimentation, on est appauvri. Je veux dire, l'industrie, dans son immense bonté, nous produit des produits qui sont de plus en plus pauvres en micronutriments. On a beau dire qu'on a toutes les vitamines, tout ce qu'on a besoin. Ceci étant dit, il y a une étude clinique, je cite assez volontiers, qui a eu lieu dans les années il y a une dizaine d'années, qui ont comparé une orange en 1956 et l'équivalent vitamine C en 2022 à l'époque. Eh bien, il fallait une cinquantaine d'oranges pour avoir l'équivalent de une seule orange d'il y a 60 ans. Donc, c'est vous dire l'appauvrissement et c'est valable pour quasiment tous les fruits et tous les légumes. Donc, aujourd'hui, quand on vous dit 5 fruits et légumes, il faut un petit peu relativiser. C'est plutôt 400 grammes de légumes colorés, frais, mûrs, locaux, associés à 3 fruits euh, et 7 variétés. Parce qu'il ne suffit pas de manger 1 kilo de tomates, il faut manger 7 variétés différentes de fruits et légumes. Ça, c'est les consignes qu'on donne régulièrement, que l'OMS a édictées, et qui couvre un petit peu les 5 fruits et légumes, parce que c'est pas vraiment ce concept-là qui est d'actualité. Donc ça, c'est la première chose. Mais je pense que si on veut aller plus loin, il faut tenir compte effectivement de l'intestin. Et quand moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai cherché à savoir qu'est-ce que j'avais besoin. Or, je vous l'ai dit, premièrement, inflammation. Qu'est-ce qui est anti-inflammatoire? Les oméga 3. Et les oméga 3, si vous regardez un peu dans le commerce, on en a partout. Moi, j'en ai trouvé dans une île dans le Pacifique à 1,50 € la boîte de 100. Il faudra m'expliquer comment vous arrivez à extraire des 100 gélules d'oméga 3 dans des conditions absolument parfaites, en profondeur, les traiter, les mettre en gélules, la boîte. Ça vaut même pas le prix d'une boîte. Donc aujourd'hui, on a fait en sorte que on développe des oméga 3 en particulier, mais il y en a bien d'autres produits dans notre gamme, mais les oméga 3 qui ont des certifications un peu partout, de pureté, de bio, de qualité, d'absence d'impureté, d'absence de métaux lourds, etc. De telle façon que la gélule que vous avez couvre l'ensemble de vos besoins, parce que là aussi, les oméga 3, on va vous dire que la norme, c'est 250 milligrammes. En pratique, si vous savez, selon les maladies, et je vais citer par exemple le psoriasis, il faut monter à 2 grammes. Et 2 grammes, quand vous avez des gélules qui font 20 milligrammes d'oméga 3, il faut en avaler des gélules. Donc il vaut mieux avoir une gélule qui,
qui correspond aux normes qui sont autorisées en Europe et en Suisse, de 250 mg et en prendre 4 ou 5, plutôt que d'avoir des gélules peut-être bon marché, mais quand vous voyez qu'il en faut en prendre 20 par jour pour arriver à un résultat, autant acheter des gélules peut-être un peu plus chères, mais qui sont compétitives. C'est valable pour tous les compléments et c'est pour ça qu'on a développé une gamme qui correspond enfin, je l'ai créé pour mon utilisation personnelle au début, pour que je puisse traiter une ménopause, que je puisse traiter un syndrome prémenstruel, que je puisse traiter une chimiothérapie, que je puisse traiter, enfin, que je puisse répondre à une demande diagnostique de mes patients. Maintenant, c'est devenu un peu en Europe partout, mais l'objectif initial, c'était ça, répondre à la demande. Ouais. Et c'est vrai, c'est là où moi aussi je les ai découverts et ça a vraiment changé. Mais avant qu'on aille plus loin dans cette direction, peut-être revenons aussi encore à un autre point. Vous avez vu déjà sur l'intestin, hein, là, c'était juste un petit aperçu. Pendant 1 heure, on va vous décortiquer tout ça. On va vous expliquer aussi les influences des différents aliments, le stress, qu'est-ce qu'il fait. Bref, vous aurez tout un programme avec une session juste pour les intestins. Mais un autre point qui sort et qui est aussi quelque chose qui est uniforme, en fait, dans ces 10 vidéos, vous allez toujours trouver c'est en lien avec les intestins, avec ce qu'on mange, mais il y a un autre aspect encore qu'on aborde beaucoup dans différents aspects, c'est toujours, mais qu'est-ce qu'on mange quand? Et je peux vous dire, chez nulle part, j'ai trouvé ces enseignements, parce que souvent on entend, ah, il faut faire vraiment un régime, et c'est dur, et puis pas de sucre, et pas ci, et pas ça. Et de toute façon, on ne tient pas longtemps quand c'est trop, trop dur, et du coup, c'est difficile. Et là, quand j'ai découvert la logique que Jean-Philippe Richter m'a présentée, j'ai dit, waouh, mais ça, le monde a besoin de savoir. Donc, quelques mots, quand et quoi et pourquoi c'est important. Alors, pour pouvoir bien comprendre, il faut savoir que nous sommes tous contrôlés, notre humeur est contrôlée par ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, qui sont des hormones cérébrales que nous fabriquons tous au même moment, au même rythme, en quantité variable, en fonction de plusieurs critères. Et le premier critère pour les fabriquer, c'est qu'il faut manquer de rien. Donc, on manque de fer, ça marchera pas. On manque de vitamine B, ça marchera pas. On manque de magnésium, d'oméga 3, etc., ça marchera pas. Donc déjà, pour que ces neurotransmetteurs fonctionnent, il faut qu'il n'y ait pas de carence. Première chose. Deuxième chose, ces neurotransmetteurs, ils sont efficaces à des heures différentes. On est sous le joug d'une chronobiologie, que ce soit pour l'insuline, que ce soit pour la cortisone, que ce soit pour ces neurotransmetteurs, on dépend de cette chrononutrition. Et en particulier, le matin, pour être simple, vous vous levez en pleine forme, vous êtes motivé, vous chantez sous la douche, ça, c'est une hormone qui s'appelle la dopamine. Et puis, cette hormone, dans la matinée, va se transformer dans une autre hormone qui s'appelle la noradrénaline, pour faire très simple. Et cette noradrénaline, c'est ce qui va vous faire chercher la récompense, c'est celle qui va faire que vous allez chercher à réaliser des projets, c'est celle qui va faire que vous voulez gagner en énergie, mais surtout en avancement dans votre entreprise. C'est celle-là qui va vous motiver pour aller travailler. Et puis l'après-midi, il faut qu'on se calme parce que le cerveau est agité. Donc l'après-midi arrive vers 4 heures, la sérotonine que vous connaissez sans doute tous, sérotonine qui est l'hormone de tous ceux qui veulent perdre du poids. Alors je m'explique, quand elle fonctionne pas, et beaucoup, je suis sûr, vont se retrouver là-dedans, quand elle fonctionne pas, vous commencez d'abord à être très irritable. C'est pas tellement vous qui avez le remarqué, c'est votre conjoint, vos enfants, vous supportez plus rien, c'est vos collaborateurs. Bref, quand vous commencez à être irritable, vous pouvez commencer à vous dire que ma sérotonine ne fonctionne plus. Et puis, prochaine étape, qui d'ailleurs se mélange souvent, c'est vous commencez à grignoter. Vous savez, vous faites vos courses, vous allez chercher le pain, et quand vous arrivez à la maison, vous avez déjà mangé la moitié de la baguette. Donc ça, c'est le grignotage. Et puis progressivement, vous réalisez que vous avez du mal à vous endormir. L'endormissement ne vient pas. Et puis quand il vient, c'est parce que finalement, vous êtes épuisé et vous tombez de sommeil. Par contre, à minuit, à 1 heure, 1 heure et demie, vous vous réveillez. Et quand vous vous réveillez, vous avez du mal à vous rendormir. Ça, c'est des carences en sérotonine. Et le dernier stade, eh ben, vous commencez à déprimer. Donc cette sérotonine, elle est fondamentale et elle précède, c'est le précurseur de celle qui va vous faire dormir, qui s'appelle la mélatonine. Et la mélatonine, c'est celle qui apparaît vers 20 heures, qui va vous faire
profiter de votre sommeil. Voilà les 4 neurotransmetteurs qui vont monter dans votre cerveau à des heures différentes. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais comment je fais? Ben, en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on va le voir dans différentes vidéos sur le stress, sur le sommeil, etc. Mais chacun de ces neurotransmetteurs dépend d'une alimentation. Et si vous mangez sucré le matin, c'est pas bon. Si vous mangez sucré le soir, c'est très bien. Si vous mangez sucré à midi, c'est pas bon. Et en fait, en fonction de ce que vous mettez dans votre assiette, eh bien, vous allez les éteindre ou les augmenter. Et donc, tout le secret va être de qu'est-ce que je mets dans mon assiette le matin, qu'est-ce que je mets dans mon assiette à midi ou le soir. Et en fonction de ce que vous allez mettre, de la façon dont vous allez répartir, eh bien, vos neurotransmetteurs vont fonctionner ou pas, encore une fois, à condition qu'il n'y ait pas de carence. Or, je trouve beaucoup de gens qui, parce que maintenant sur Internet, on sait tous qu'il faut manger des œufs le matin, etc. Et beaucoup de gens me disent, oui, mais je fais ça, mais ça marche pas. Ben oui, parce qu'en fait, ça ne suffit pas. Il vous faut du fer, de la B6, de la B12, du magnésium, du zinc, du potassium, des oméga 3, etc. Si vous ne faites pas tout, ça marche pas. Si vous avez une Ferrari et que vous mettez 200 litres d'essence dedans, si vous n'avez pas d'huile, votre Ferrari, elle ne débarra pas. C'est la même chose pour notre corps. Simplement, la Ferrari, elle n'a pas de moyen d'adaptation. Notre corps en a. Et donc, le matin, on va quand même se réveiller. Il faudra se pousser sous la douche glacée pour pouvoir se réveiller, mais on va pouvoir se réveiller. Il y a une adaptation, mais les premiers quarts d'heure de votre réveil est pénible et vous avez plutôt envie de dormir ou de vous recoucher que d'aller au travail. Donc ça, ce sont tous des manifestations de mauvaise gestion de votre assiette qui influent sur vos neurotransmetteurs. Et ça, je peux vous dire, c'est hyper simple à corriger et c'est hyper simple à dépister. Il suffit d'écouter, de vous entendre, de chercher les symptômes et ne pas passer à côté. J'ai beaucoup de personnes à qui je demande, je suis irritable, et ils regardent leur mari en me disant, est-ce que je suis irritable? Et le mari, il acquiesce, bien sûr, il me dit, oui, tu te rends même pas compte, ça fait 6 mois que c'est insupportable. Donc oui, c'est des choses il faut juste en prendre conscience, et une fois que vous avez pris conscience, le corriger. Mais encore faut-il savoir comment faire. Merci beaucoup. Du coup, là, on a déjà vu un petit tour de tous ces neurotransmetteurs qui finalement ont une influence, et c'est là où on va se faire ce lien, ils ont une influence sur notre attitude, notre comportement et bien sûr nos valeurs. Donc, pour rappel, pour tous ceux qui nous écoutent, notre plateforme Global Human Values, nous faisons vraiment la promotion des valeurs dans la vie de tous les jours, dans les entreprises, un environnement d'un leadership sain basé sur des valeurs. Et bien sûr, on parlera d'attitude, on parlera honnêteté, intégrité, responsabilité, toutes ces valeurs. Mais ce qui me tenait à cœur, c'est de vous amener à un endroit où on peut commencer. Parce que lorsqu'on est vraiment irrité, lorsqu'on est en manque d'équilibre, déjà votre corps, votre santé, il est en manque, mais vous pouvez bien vouloir faire votre meilleur effort. Et le matin, vous vous levez avec des intentions magnifiques d'être agréable avec tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe dès que vous êtes soit au travail ou ailleurs? Il y a les choses négatives en sortent et ça peut miner une personne au point à l'amener à une dépression. Donc oui, je pense que c'est important. Je vois des questions sur le chat aussi. Quel est le lien par rapport aux valeurs? Voilà le lien. Aussi long qu'on ne prend pas soin de notre corps, on va se frustrer. Même, je dirais, on va comment dire ça, se condamner, se juger dans quelque chose. Au fond, nous, chaque être humain, il cherche le meilleur, il voudrait faire du bien, il voudrait être quelqu'un de bien. Mais lorsque votre corps, il est comme ça, en dysfonctionnement, et vous ne supportez plus rien, vos émotions sont tellement à fleur de peau, bah, qu'est-ce qu'il faut commencer? Tout simplement avec une prise de conscience. On peut faire quelque chose. Et c'est là où vraiment je vois dans la simplicité. Et je rappelle, Dr. Richter n'est pas en train de vous dire ne mangez surtout pas de sucre, ne mangez surtout pas trop de viande et tout. Non, il dit juste il y a un temps pour tout dans la journée. Et c'est de là dépend votre sommeil. Et pendant votre sommeil, et c'est peut-être cette partie qu'on pourrait encore un petit peu aborder, c'est que pendant votre sommeil, le corps est renouvelé. Mais lorsque votre corps n'est plus renouvelé, ben, il y a toutes sortes de dysfonctionnements, des maladies. Bref, il y a un processus qui peut s'enclencher. Et si on veut être bien dans notre corps et bien avec notre entourage, on a besoin de prendre conscience qu'on peut faire quelque chose à ce niveau-là. Oui, Jean-Philippe, quelques mots encore. Alors, Qu'est-ce que bon, vous alors allez moi, dire? je rajouterais une chose, c'est que ce concept des neurotransmetteurs, il touche tout.
On parle de valeurs, mais comment peut-on être adopter de bonnes valeurs quand on est épuisé, quand on est stressé, quand on dort pas, quand on est irritable, quand on est déprimé? Donc c'est pas gérable. On a beau dire il faut faire, il faut faire, il faut faire. Quand la base ne fonctionne pas, on peut rien faire. Donc je pense que pour aller plus loin, plus haut, eh bien il faut qu'une base soit solide. Or, pour que la base soit solide, il faut que le cerveau fonctionne bien. Et pour que le cerveau fonctionne bien, ben, il faut le nourrir correctement. Alors effectivement, j'ai pas dit qu'il faut manger pas de sucre, qu'il faut manger pas de protéines, pas de gras, etc. Non, c'est pas la question. On peut même manger mixte, entre guillemets, sucré, gras, protéiné, mais la répartition, la globalité du menu doit être soit de sucré, soit de protéiné. Donc, c'est pas compliqué à mettre en place. Il y a évidemment des aliments à éviter et des aliments à consommer. Tout ça, on va le voir aussi, mais tout ça, c'est très important parce que les aliments à consommer, de moins en moins on en consomme. On n'en mange pas. Qui consomme aujourd'hui 365 jours par an 400 grammes de légumes? Qui fait ça? Personne. Personne. Il y a des jours où on ne le fait pas, des jours où on se dit oui, ça y est, j'ai bonne conscience, je me suis pris une grosse salade, mais est-ce que vous avez fait vos 7 variétés? Non. Donc c'est très compliqué à gérer, et pourtant c'est comme ça qu'on fait. Et donc c'est bien la théorie, il faut l'appliquer le plus proche possible, le plus près possible, le plus facilement possible qu'on peut. On n'a pas une nécessité absolue de manger super bio, super cher, etc. On peut, on vous le donnera des tuyaux pour manger non bio, mais le transformer en bio. C'est relativement simple à faire aussi. Tout ça, c'est des petits tuyaux que vous allez au fur avoir, acquérir au fur et à mesure des vidéos. Mais c'est facile, c'est facile. Euh, Ça peut se faire dans votre cuisine, ça peut se faire avec très peu d'aliments. Mais moi, si j'ai un conseil à vous donner, regardez les marchés, allez sur des marchés, regardez la quantité de produits que vous trouvez sur les marchés et ne vous fiez pas simplement aux tomates d'Espagne qui arrivent, qui sont magnifiques, belles, qui n'ont pas une tavelure, mais qui n'ont rien dedans. Donc, il vaut mieux aller manger une pomme avec des tavelures que les oiseaux ont tenté de manger plutôt que de manger une pomme qui est remplie de pesticides. Là, j'enfonce des portes ouvertes, mais encore faut-il les appliquer. Donc oui, il y a un mélange entre les neurotransmetteurs, le stress, la fatigue, la dépression. Ce sont eux qui vont gérer ces facteurs. Vous l'avez compris que s'il y en a un qui fonctionne pas, eh bien on va partir en dépression. Le stress va aggraver l'intestin. Si l'intestin est malade, alors je vous donne déjà des pistes, si l'intestin est malade, il va détourner certains neurotransmetteurs qui vont manquer au cerveau et qui vont déclencher des effets secondaires au niveau du cerveau. Donc, vous voyez encore une fois, intestin, neurotransmetteurs, cerveau, inflammation, fatigue, dépression, stress, mais tout est lié. On est une merveilleuse machine qui est très compliquée à décortiquer, mais quand on la connaît, c'est merveilleux. Et là, bien sûr, on voudrait vous dire, et voilà, on vous donne le secret avec la chose simple. Là, j'ai lu le miracle. Mais encore là, non, non, mais pourtant, on a envie de vous laisser entendre, oui, c'est simple. C'est vrai, avec ces 10 vidéos qu'on vous a enregistrées, c'est chaque fois des thématiques qu'on a pris. Donc, on a pris sur la digestion, bien sûr, les fatigues, le sommeil, la L'immunité. nettoyage, l'immunité, bref, il y a toute une liste et chaque fois dans chaque vidéo, on vous dirait voilà pourquoi on a besoin de manger plutôt de ça ou de ci et qu'est-ce que chaque élément fait. Parce que c'est vrai, on pourrait vous faire une grande liste maintenant, ok, il faut manger ça et ça et ça, mais encore, vous n'allez pas le retenir. Mais ce qu'on aimerait vous interpeller, c'est il y a une importance quand manger quoi et pourquoi. Et c'est peut-être comme ça, on va faire le lien parce que je voudrais garder un peu de temps pour que vous puissiez poser des questions. Parce que je pense on va encore rentrer dans une partie, mais juste avant ça, on a couvert l'intestin, on a couvert, entre guillemets, les neurotransmetteurs toute la journée qui est liée à toute la nourriture, mais justement, ces nourritures aura aussi une influence par rapport au sommeil. Et comment, qu'est-ce qui se passe en fait pendant notre sommeil? Alors, il faut savoir que notre corps se comporte comme une usine. Comme toutes les usines, en tout cas les usines qui travaillent 12-12, la journée, vous travaillez, vous consommez, vos organes tournent au maximum. La nuit, vous réparez. Donc déjà, il faut prendre conscience de ça. Et si vous mangez un gros repas bien copieux le soir, eh bien, vous faites tourner l'usine malgré tout. Vous êtes obligé d'engager l'équipe de nuit. Et du coup, il n'y a rien qui est réparé. Vos récepteurs à l'insuline tournent toute la nuit, vos adipocytes se remplissent, vous ne travaillez pas, vous ne bougez pas, vous ne consommez rien, donc tout se stocke.
Donc faire un gros repas le soir, c'est un bon moyen de vieillir plus vite. Parce que du coup, vous réparez pas. Et si vous réparez pas, eh bien, à un moment donné, la machine tombe en panne. C'est un très bon moyen d'arriver à une insulinorésistance, un diabète, une prise de poids, une augmentation du cholestérol, une hypertension, des insomnies, une dépression, etc. Donc, le fait de respecter déjà ce timing, le soir, je mange léger parce que la nuit, mon organisme ne doit pas travailler, la journée, il peut travailler. Du coup, le petit déjeuner doit être copieux puisque je dois apporter le matin une certaine quantité d'énergie pour tenir toute la journée. Donc, les gens qui me disent, moi, je fais un jeûne insulinique, je mange rien le matin, c'est parfait si vous avez zéro carence, plein d'énergie et que vous n'avez pas de problème. Le jeûne insulinique, c'est bien de le faire le soir, mais moins bien de le faire le matin. Et c'est vrai que quand les gens qui font ça le soir, ils dorment comme des bébés, ils n'ont pas de problème et ils ont la même efficacité. Simplement, c'est vrai que c'est plus facile de sauter le petit déjeuner parce qu'on se lève tard et on part tout de suite au boulot, donc le petit déjeuner ne manque pas, alors que rentrer le soir, c'est le repas familial, c'est le repas avec tout le monde. Et on a plus tendance à manger bien le soir que de se passer du repas du soir. Donc, en fait, la pratique, encore une fois, familiale, habituelle, c'est de sauter le petit déjeuner, alors qu'il vaut mieux sauter le repas du soir. Aussi simple que ça. Et je pense, pour rappel encore, l'élément qui m'avait personnellement le plus frappé, je crois que c'était... Attends, j'ai pu faire, parce que tu faisais aussi un test pour mesurer en fait ma qualité de sommeil. Parce que moi, je te répondais, ah mais j'ai pas de problème pour le sommeil, moi je dors super bien. Puis, mais quand même facilement 9 heures. Et puis, tu me disais, mais le matin, tu te sens reposé. Je dis, ou non, non, il me faut un moment, il me faut bien de café avant que je suis bien réveillée. Et c'est là où j'ai pu faire un test pour mesurer en fait ma mélatonine pendant la nuit. Et c'était catastrophique. J'avais, je crois, une petite pointe entre 3 heures et 4 heures. Ça veut dire quand mon sommeil était réparateur. Mais tout le reste, c'était juste par épuisement que mon corps s'arrêtait, mais il ne se renouvelait pas. Et c'est vrai, c'était après une chimio, donc vous pouvez vous imaginer, mon corps était en manque complet, mais encore là. Et là, je dis, les médecins, bien sûr, c'est extraordinaire et je pense que vous avez des bons médecins, mais des fois, on est démunis parce que mes médecins m'ont dit, non, mais maintenant, mangez de tout et puis tout va bien aller. Et puis, Alors, je vais oui. t'interrompre parce qu'il y a quelque chose d'important. Oui, tu disais que la mélatonine était à plat. Effectivement, elle était totalement à plat. Oui, ça se mesure très facilement sur un test salivaire. On fait une courbe de mélatonine, on voit qu'elle est à plat, pas à plat, en avance ou en recul, peu importe. Mais on peut le faire de façon très facile. Sauf que quand on a un cancer, la mélatonine est un super antioxydant totalement naturel. Et vous savez que quand vous avez un cancer et que vous êtes sous chimio, vous ne pouvez pas manger d'antioxydants, sauf que vous en disposez. Alors, si vous êtes stressé et vous dormez mal par épuisement et donc votre mélatonine n'est plus là, eh bien, un des éléments qui pourrait vous aider va manquer. Donc oui, il faut que votre mélatonine soit vraiment au top pour qu'elle puisse vous aider de façon totalement naturelle, avec un sommeil qui doit être réparateur. N'oubliez pas que la chimiothérapie, elle est là pour détruire votre cancer, mais pas tout le reste. Et que si la nuit, vous détruisez ou vous ne réparez pas ce que vous avez essayé de détruire, eh bien, ça marche pas parce que le fait d'avoir en plus de la chimio, en plus du cancer, d'avoir en plus une non-réparation de tout l'ensemble des organes, eh bien, ça vous met par terre. Donc là, oui, la mélatonine, elle est très importante. Et donc, le fait de la doser, d'avoir un sommeil réparateur, oui, c'est un des plus. Merci pour ces compléments. Et c'est vrai, ça me fait penser encore à une autre problématique qui apparaît aussi des fois parce que les gens me disent, oui, mais moi, de toute façon, je prends un somnifère, je dors très bien parce qu'avec des somnifères, on dort bien. Oui, on dort. Alors, on dort très bien, mais non réparateur. C'est ça. Vous, en fait, vous renouvelez plus. Et du coup, la raison pour laquelle vous prenez en fait un somnifère ne va pas se réparer, le stress ou les différentes problématiques. Ça va même en fait aggraver les Oui. situations. Et ça, la vidéo là qu'on a fait sur le sommeil, mais moi, qu'est-ce que ça m'a fait, comment dire ça, presque pas une culpabilité, mais une honte qu'on puisse, surtout pour des personnes âgées, en fait, on distribue ces somnifères le soir comme si c'était quelque chose d'automatique. Et moi, ça me catastrophe, en fait, de dire, mais pourquoi on n'a pas trouvé d'autres moyens d'aider ces personnes de dormir? Alors le problème, c'est il y a plusieurs choses là-dedans.
La première, c'est que quand vous êtes une personne âgée et que vous êtes en maison de retraite, que ce soit peu importe l'endroit, vous avez un problème de gestion de personnel. Il faut que j'allais dire, toutes les personnes âgées soient au lit à peu près à la même heure. Donc ça, c'est la première chose. Donc on ne peut pas passer à 22 heures chez tout le monde pour distribuer un somnifère ou à 21 heures. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la personne âgée qui est en maison de retraite, elle ne peut pas dire qu'elle a une activité physique intense. Et si vous n'avez pas d'activité physique intense, vous n'êtes pas fatigué. Donc pourquoi dormir? Si nous, on bouge beaucoup dans la journée et qu'on travaille, etc., le sommeil, il est réparateur parce qu'on s'est fatigué. Mais la personne qui ne fait rien de la journée, qui n'a pas à regarder le journal ou regarder passer j'allais dire le train, mais c'est pas le train là en l'occurrence, mais si elle ne fait rien de la journée, elle n'a pas de fatigue. Donc déjà, son problème, c'est que elle ne va pas s'endormir à 10 heures, ou à 22 heures, 23 heures. Mais par contre, comme ça gêne considérablement la gestion de la maison, eh bien, on va essayer de lui donner un somnifère à 6 heures ou à 7 heures pour qu'à 8 heures, extinction des feux, tout le monde est au lit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va l'assommer euh, pharmacologiquement sans aucun intérêt, entre guillemets, pour son cerveau ou pour son repos, puisqu'elle ne va pas forcément réparer mieux. Par contre, son sommeil va durer 8 heures, mais si vous faites le calcul, 6 heures ou 8 heures du soir plus 8 heures, vous vous réveillez à 4 heures du matin. Et la personne âgée va se réveiller à 4 heures du matin. Ça tombe bien, à 6 heures, on lui prend la température, on vient la voir, on fait le lit, etc. Mais c'est pas, comment dirais-je, c'est pas un fonctionnement normal qu'on devrait avoir. Là, je parle des personnes qui sont en institution, mais si on regarde bien, c'est la même chose à la maison. La nécessité ou l'envie ou le besoin qu'ont les gens de dormir, quand on est insomniaque, il faut arriver à comprendre pourquoi on est insomniaque. En général, c'est parce qu'il y a du stress, parce qu'on a peur, parce qu'il y a plein de facteurs quand on devient âgé qui font que on ne dort pas. Ben, c'est ces problèmes-là qu'il faut aller essayer de gérer. Et ça, malheureusement, il y a très peu de personnes qui s'en occupent. Et donc, c'est plus facile d'aller avaler un comprimé et de se dire, bon, ben moi, je prends mon comprimé et je dors mes 10 heures, que de se dire, mais pourquoi je dors pas? Donc, vous aurez bien compris, on touche à des thématiques complexes et de nouveau sans jugement, parce que je pense l'être humain, il essaye de trouver les meilleures solutions et on pense avoir des bonnes solutions. D'ailleurs, on a des questions intéressantes aussi dans le groupe. C'est que souvent, c'est pas exprès qu'on fait pas bien. Ah non, 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 mais en fait, Médecin a compris, c'est le système. Le personnel donne ignorance. parce que les gens demandent. C'est nous les fautifs. Moi, j'étais très longtemps, pendant des années, responsable d'un service de médecine interne où j'avais énormément de gériatrie, puisque je suis gériatre aussi. Ben, la première chose qu'on me demande quand la personne est gérante, c'est laissez-moi mon médicament pour dormir. Parce que sinon, je ne dors pas. Donc, c'est la première demande du patient. Et le problème de l'heure et des horaires, c'est le problème de personnel. Avoir une infirmière pour 80 lits, elle ne peut pas passer à 22 heures chez les 80. Donc, elle commence à tourner à 6 heures et elle le finit à 8 heures. Et donc, le premier, il a son somnifère à 6 heures et le dernier à 8 heures. Donc, c'est tout ça. Je ferai même une analogie avec, dans un autre domaine, c'est le cancer. Or, aujourd'hui, je saute du coq à l'âne, hein, on passe du sommeil au cancer. Aujourd'hui, on sait qu'on peut faire des chimiothérapies ou de la chronochimiothérapie. Je m'explique. On sait qu'il y a des chimiothérapies qui marchent mieux à telle ou telle heure de la journée. Mhm. Personne ne fait ça. Parce que si demain vous avez un cancer du sein et on vous dit, Madame, pour vous, il faut faire votre chimio à 3h30 du matin, je ne sais pas qui va se lever. Alors déjà, il faut du personnel qui à 3h30 du matin soit capable d'aller mettre votre perfusion en place. Mais d'autre part, tout le monde n'a pas envie de se lever, surtout quand on a un cancer, de se lever à 2 heures du matin, aller à l'hôpital, faire sa chimio et revenir à 4 heures. Mais on sait que ça marche beaucoup mieux. Tout ça, ce sont encore des choses qui vont, je pense, se développer, qui vont encore faire en sorte qu'on va trouver des médicaments qui, avec libération prolongée ou des libérations qui peuvent être calculées pour que ça se libère à telle ou telle heure. Mais ça nécessite encore beaucoup de recherche et surtout de la volonté d'avancer. Mhm. Absolument, et je crois, je vous avais promis encore des questions et je vois que les chats sont bien animés, autant du côté LinkedIn, peut-être un petit regard. Muriel, est-ce que toi, tu as des questions en live ou sur Facebook ou alors là, dans le chat, je vois aussi qu'il y a des questions très intéressantes. De nouveau, on va en prendre l'une ou l'autre, mais on va peut-être aussi vous conduire simplement où vous pouvez les trouver parce qu'on voudrait vous montrer encore
que sur notre plateforme où ça se trouve et que vous puissiez vraiment avoir une réponse à vos questions. Donc, peut-être je me lance, ou bien Muriel, si vous avez déjà une ou deux questions. Et ça remonte sur la partie jeûne intermittent, la question quid du jeûne intermittent. Et l'autre point, comment faire par rapport à un repas équilibré le soir alors que le midi, c'était un repas rapide et léger. Et il y avait une autre question également sur le fait, est-ce que les gens qui distribuent bon, les médicaments, je pense, sont-ils conscients de la gestion difficile? Et une autre question, c'était sur la mélatonine chimique le soir de Myriam. Qu'en pensez-vous? Alors, on va faire la manœuvre inverse, on va parler de la mélatonine. Euh, la mélatonine, oui, on peut en prendre, qu'elle soit chimique ou pas chimique. Le meilleur mélatonine, c'est la cerise, hein. Dans la cerise, vous avez des ingrédients qui ressemblent beaucoup à la mélatonine et qui peuvent vous faire dormir. Alors, on n'a pas des cerises ou des jus de cerise tout le temps, mais ça peut déjà commencer comme ça. Mais sinon, vous avez des mélatonines qui sont en complément alimentaire. Il faut savoir qu'il y a une grande peur, justifiée ou pas justifiée, pour moi, j'ai pas encore vu la justification de l'ensemble du corps médical de la mélatonine. La mélatonine, c'est un excellent antioxydant. On peut en prendre de grosses quantités, mais la loi vous interdit de dépasser 1,9 mg par soir. Donc, ça fait pas beaucoup. Mais après, si vous avez un médecin qui comprend comment ça marche, il peut en mettre deux ou trois comprimés, ça marche aussi. Donc, mélatonine, oui, on peut en prendre le soir, mais à une seule condition, c'est que la cause de votre insomnie soit bien un déficit en mélatonine. Parce que si c'est pas ça et que vous avez autre chose, vous tapez à côté. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vous disent j'ai pris la mélatonine et ça marche pas. C'est parce que le diagnostic est mal fait. Donc c'est pas un somnifère à prendre par tout le monde, c'est un somnifère à prendre quand vous avez une carence en mélatonine. Deuxième question, est-ce que le jeûne intermittent est efficace? Oui, on sait que le jeûne intermittent est efficace. On sait que les gens qui le pratiquent sont en meilleure santé à long terme que d'autres. Mais attention, le jeûne intermittent, c'est pas je mange pas de petit déjeuner ou de repas du soir du lundi au vendredi, et le samedi dimanche, je prends trois croissants le matin. C'est pas ça. Le jeûne intermittent, c'est pas de petit déj, mais alors pas du tout pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois ou pas de repas du soir pendant cette même durée. C'est à long terme. Vous pouvez aussi faire un jeûne intermittent du style, le lundi, je travaille beaucoup, je mange rien du tout. Je fais juste un jeûne liquide, je bois du café, du thé, de l'eau, etc. Mais je ne fais que ça. Et le lundi, le mardi, le mercredi, les autres jours, je mange normalement. Ça marche aussi. C'est souvent plus facile que de faire une autre variété, c'est de faire 5 jours de jeûne par mois. Ça, c'est plus compliqué surtout au niveau social. Donc moi, je recommande effectivement le jeûne intermittent si vous avez envie. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se passer du petit-déj ou du repas du soir, qui n'y arrivent pas. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont trop envie de leur petit déjeuner. Donc ça, c'est pour répondre au jeûne intermittent. Ensuite, je ne sais plus quelle était l'autre question. Les gens ont conscience du problème de la gestion. Oui, souvent, ils en ont conscience, mais en même temps, ils sont astreints à des horaires, ils sont astreints à une réduction de personnel. Moi, j'ai travaillé dans une maison de retraite avec 80 patients. Il y avait un équivalent temps plein et demi d'infirmières pour 80 patients. Donc, je vous laisse imaginer une infirmière et demie, entre guillemets, qui gère 80 patients. Alors, bien sûr, il y a des aides-soignantes, il y a d'autres personnels, mais la distribution des médicaments, normalement, c'est l'infirmière. Donc, elle doit faire les 80 personnes dans un temps relativement court, sachant que elle ne fait pas 60 heures, 24 heures sur 24. Donc, oui, elles en sont conscientes, mais elles n'ont pas forcément le choix dans la gestion de leur temps, de leur timing, de leur repos, de l'organisation de la maison. Après, c'est un problème de moyens. Il faudrait qu'il y ait deux, trois infirmières par secteur, mais ça, c'est pas du tout à l'ordre du jour d'augmenter les moyens dans les maisons de retraite. Maintenant, en ayant entendu toutes ces informations, vous n'avez pas l'impression que c'est que le début d'une complète rethinking. On a besoin de repenser et pour ça, avant que l'heure soit trop avancée comme ça, à la fin, on peut peut-être revenir encore aux questions. Je voudrais juste vous partager, mais qu'est-ce qu'on vous a préparé? Parce qu'en sachant toutes ces questions, et Dr. Richet, il est depuis tellement longtemps dans ce métier, du coup, il connaît ses besoins, ben, on a
essayez de répondre à ces questions. Donc, je vous montre déjà tout ce que vous trouvez parce qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais c'est ça qui nous permettra peut-être déjà aller un peu à des endroits où vous avez encore des questions plus pertinentes. Donc, on vous a créé une page NFP Healthcare. Donc, c'est le programme du docteur Richter et c'est là où on présente vraiment toutes les problématiques qui nous sommes. Il y a encore l'aspect, peut-être que je rajoute en vitesse, vous aurez vu, là, j'ai facilité, mais on travaille aussi en tandem parce que des fois, c'est aussi des problèmes de prise de conscience qui nous permettent de changer. Il y a des personnes avec ces questions de surpoids qui sont des fois juste pas possible de changer. Et des fois, avec du coaching de vie, on arrive à avoir d'autres approches qui nous libèrent d'autres choses qui ont aussi une influence sur notre physique. Donc ici, on vous a juste résumé un peu de quoi il s'agit, qui nous sommes, mais surtout les 10 sujets qu'on va couvrir. Donc, je vous ai parlé du sommeil, des fatigues, stress et résilience, digestion, poids, prévention du cancer, système immunitaire, santé cardiovasculaire, détox et purification. Aussi un sujet qu'on aurait pu en parler parce qu'on en a tellement des mauvaises choses qu'on mange qu'il faut liquider tous ces trop plein de choses. Et bien sûr, on est arrivé à la mémoire, la concentration. Donc, tout ce que, si notre cerveau ne se souvient plus comment faire les choses, ben forcément, le reste, il va pas bien. Donc, ça, c'est déjà les 10 thématiques qu'on a choisies, mais on a déjà plein d'autres qui sont en train d'émerger. Donc, peut-être dans vos questions, vous pouvez encore, s'il y a quelque chose qui n'est pas encore mentionné, poser la question ou on peut vous dire, ah oui, vous trouvez ça exactement là. Maintenant, comment ça se passe? Donc, vous trouvez là une qui vous dit les fatigues. On vous a parlé un petit peu aujourd'hui. Vous cliquez dessus et qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre page qui s'ouvre, je vous l'ai déjà préparée. Et c'est là, déjà, le prix, je dis toujours, c'est comme un livre. Soit vous achetez un livre ou soit vous avez un concentré de savoir du docteur Richter. Faciliter un peu avec mes questions entre deux pour vous amener à, à quelque chose de complet déjà. D'ailleurs, en parenthèse, Dr. Richter utilise aussi ces vidéos pour des formations, pour des certifications académiques. Donc, ça, c'est encore un autre sujet, mais aujourd'hui, on veut déjà juste vous présenter comment ça se présente. C'est chaque fois résumer la fatigue. Vous avez un petit teaser que vous avez vu circuler là sur les fatigues. Je ne vais pas vous le mettre. Chaque fois, c'est une petite introduction. Dès que vous êtes inscrit, vous avez donc payé le cours. Ici en bas, il y a la vidéo principale qui s'affiche et il y a les compléments ou tous ces documents complémentaires qui vous expliqueront justement sur comment manger, quoi manger, qui vous expliqueront quel complément nutritif serait bien ou qu'est-ce qu'il faut avancer. Donc tout ça, c'est clé en main déjà sur cette page. Tu voulais ajouter quelque chose, Jean-Philippe? Non, non, tu résumes très très bien la situation. C'est déjà très clair. En auto-apprentissage, ça veut dire vous cliquez dessus, vous faites ça quand vous avez le temps. Vous n'avez pas besoin de écouter la vidéo. Et elles sont entre 45 minutes, voire plus. Vous la regardez à votre rythme, vous prenez des notes. On vous a mis des résumés aussi par rapport à la thématique. Donc, tout est prêt. Vous pouvez vraiment plonger dans ces sujets. Et avec ce qu'on vous a donné comme avant-goût, j'espère que vous réalisez à quel point c'est un outil profondément utile et aussi transformationnel. En tout cas, c'est ce que j'en témoigne avec ma vie. Maintenant, de là, je vais quand même revenir à l'autre page. Parce que probablement cette question, oups, non, alors du coup, je l'ai perdu l'autre page, voilà. La question va venir, oui, mais vous avez de la chance en Suisse, docteur Richter, il est en Suisse, mais comment faire pour le consulter? Alors, même pour cette question, on a déjà une petite réponse, mais je pense qu'elle pourrait vraiment faire sens. On s'est dit, mais docteur Richter, il va pas pouvoir faire encore beaucoup plus de clients, il va être débordé. Et on a des systèmes de santé aussi. Il faut prendre rendez-vous, il faut tout expliquer. Après, il faut faire des prises de son. Et puis peut-être à la troisième fois, on a enfin des résultats. Vous avez souvent comment dire ça, la partie qu'on doit payer soi-même. Dans l'ensemble, on s'est dit, allez, on va vous présenter encore quelque chose d'autre. Juste
une consultation en direct avec le docteur Richter, mais tout est préparé. Vous aurez là l'explication et vous voyez un chiffre assez important, mais encore là-dedans, il y a déjà, vous aurez, dès que vous achetez ce produit, vous avez directement un questionnaire que vous pouvez remplir. Vous avez certainement déjà des prises de sang que vous avez fait. Vous pouvez charger le PDF directement dessus. Et c'est là où le docteur Richter prend déjà connaissance de vos informations. Sur ça, il vous pose peut-être encore une ou deux questions en email pour savoir, ah, il faudrait peut-être encore ce détail complémentaire dans les prises de sang. Et lorsque vous avez votre consultation, je vous promets, il vous lit comme un livre. Il peut directement vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quels sont vos problèmes, quelles sont vos origines des problématiques. Ou alors, il peut clairement vous dire, là, il faut aller plus loin auprès de telle et telle direction. Donc, je pense avec ça, on veut un petit peu déjà répondre aussi à cette question qui pourrait revenir. Mais comment faire si on voudrait vraiment avoir une consultation? Bref, si vous êtes dans la région du Valais, bien sûr, vous le trouvez aussi dans son cabinet. Mais en tout cas, pour tous nos personnes qui nous écoutent de loin, ça peut aussi se faire directement en ligne et du coup beaucoup plus facilement. Donc voilà les éléments que je voulais vous présenter afin de vraiment vous rejoindre dans vos questions, dans vos problématiques. Donc il nous reste 5 minutes. Peut-être parmi nous, il y a encore des questions pertinentes ou Muriel, tu as encore quelque chose que tu aimerais nous communiquer? Oui, Pierre posait la question si c'était possible de revenir sur la notion de sucré-salé selon les différents moments de la journée. Alors, Au c'est revoir Patricia relativement... pour le call. Comment? Pardon, je disais au revoir à Patricia. Non, je disais, ah oui, donc en fait, le sucré-salé, c'est pas tellement sucré-salé, c'est sucré-protéiné. En fait, on peut manger salé, c'est bien. Alors, vous allez me dire, sucré et salé, ça va pas ensemble, mais sucré et protéiné, ça marche. Autrement dit, vous pouvez manger un yaourt le matin avec des céréales complètes. Si vos céréales sont bio et qu'elles sont riches en protéines, ça marche. L'idéal, c'est de manger des œufs, c'est de manger... En fait, l'idéal, c'est de manger comme on mange partout dans le monde, sauf dans nos pays européens où on mange du pain, des confitures, du beurre, des croissants, des viennoiseries. Regardez partout où on va, vous allez manger eggs and bacon, vous allez manger des sushis, vous allez manger des lentilles et des saucisses au Canada, vous allez manger de la viande au petit déjeuner. Bref, il faut manger de la protéine le matin. Et même si vous avez envie de manger un peu de sucre, il faut que la globalité soit protéinée. C'est pareil à midi, c'est l'inverse le soir. Voilà, je crois que j'ai schématisé, mais c'est la globalité de votre repas qui doit être protéines, protéines, féculents. C'est ce que j'appelle le fameux régime PPF du docteur Richter. Merci. Il y a Marco aussi encore qui a la main levée, peut-être aussi deux mots. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'avais juste une question. Notre corps est composé de 70 à 80% d'eau et j'aimerais savoir votre avis sur l'hydratation du corps. Vous avez parlé d'alimentation, mais la composante de notre corps est quand même plus importante en composante d'eau. Oui, bien sûr, bien sûr, il faut évidemment boire. Alors, la quantité d'eau varie en fonction du poids de la personne. En moyenne, il faut boire au minimum 1,5 litre et ce litre et demi va s'adapter en fonction de la saison, de l'activité, de la chaleur, etc. Donc, oui, l'hydratation, évidemment. Mais l'hydratation, c'est plus facile à gérer parce que, je veux dire, tout le monde boit de l'eau. Alors, évidemment, il y en a qui boivent plus de vin que d'eau, mais on va éliminer ces gens-là. Mais globalement, tout le monde boit. C'est facile. On boit de l'eau, qu'elle soit gazeuse, pas gazeuse. Il y en a qui mettent du sirop, c'est pas forcément idéal, mais la boisson, c'est pas vraiment un problème. Par contre, choisir sa tomate, choisir sa pomme de terre, choisir son fruit, ça, c'est plus compliqué à faire parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Alors que l'eau, on voit, elle est fraîche, elle n'est pas fraîche, elle est bonne, elle n'est pas bonne. C'est bien sûr que c'est 70%, 70% de notre corps, voire même plus. Euh, un des gros facteurs de perturbation mentale des personnes âgées, c'est la déshydratation. Mais même aujourd'hui, je vois des gens qui sont fatigués et la déshydratation en est la cause. Dès qu'il commence à faire chaud, regardez autour de vous, on ne boit pas beaucoup. Dans la période de canicule qu'il y a eu il y a quelques années, eh bien, il y a des personnes âgées qui sont décédées avec la bouteille d'eau à côté d'eux, parce qu'il faut savoir que la sensation de soif disparaît avec l'âge.
Et ça, c'est super important à savoir. Il faut obliger les personnes âgées à manger, à boire, pardon. Donc oui, la boisson est fondamentale. C'est une des grandes causes de la fatigue qui nous arrive aussi à nous. Et quand vous faites du sport et que vous faites ça en janvier, en décembre, vous allez au ski, le chocolat chaud sur les pistes, c'est bien, mais ça ne vous hydrate pas. Donc il faut, vous avez fait du sport, vous avez déshydraté vos muscles, ben, il faut réhydrater et pas simplement avec le chocolat chaud. Il faut aussi boire de l'eau. Il faut augmenter la ration d'eau parce que sinon, c'est comme ça qu'on se fait un claquage, une douleur, une tendinite ou un problème musculaire. Ai-je répondu à la question? Absolument, je pense qu'on est bien conscient que on n'a pas couvert toute la base qu'on devrait tous savoir. Donc, on est vraiment parti dans les éléments un peu plus particuliers, plus pointus, qui font une différence. Mais merci Marc, on nous l'avoir rappelé. Bien sûr, ça fait partie importante. Tu voulais ajouter quelque chose, Jean-Philippe? Non? Non, je veux dire, on est obligé de raccourcir. On pourrait parler pendant un mois d'affilée sur tout ce qui intervient sur notre corps. On a essayé de faire schématiquement ce qui est le plus important. Bien sûr qu'il y a l'eau, bien sûr qu'il y a la variété qu'on doit utiliser, quel est le sourcing, d'où viennent les légumes, d'où viennent les fruits. Tout ça, on peut en parler longtemps, mais on a essayé de faire au plus simple et au plus court en fonction des demandes des personnes. Voilà, du coup, vraiment, c'était, en tout cas, j'espère, pour moi, c'est toujours passionnant de pouvoir discuter sur ces thématiques. Donc, pour se rappeler, il est question de tous nos neurotransmetteurs, il est question de toute la gestion de notre nourriture, mais il est aussi question du sommeil. Il y a un ensemble d'éléments qu'on a besoin de bien, bien, bien établir dans notre corps afin de prévenir des maladies, afin de garder un bon équilibre et de garder aussi cette motivation qui est quand même la base de tout ce qu'on fait. Un dernier mot, Jean-Philippe, pour respecter l'heure qu'on vous a donnée à vous tous qui êtes venus nous écouter. Alors moi, je dirais un mot simple, n'oubliez pas qu'on meurt tous caramélisés, enflammés et rouillés. Ne l'oubliez pas parce que c'est directement lié à votre assiette. Euh, Tout ça a un impact sur votre comportement, sur votre humeur, sur votre sommeil, sur votre stress, et l'intestin est le cœur de vos problèmes. Donc, veillez à tout ça, faites attention à vous, essayez de respecter les consignes, même si elles sont un peu floues pour vous encore aujourd'hui. Allez sur les vidéos, essayez de regarder dans le détail ce qui vous concerne. N'oubliez pas que si vous avez envie, besoin ou si vous voulez me solliciter, ben, il n'y a aucun problème pour les consultations. Mais je pense que là, vous avez devant vous un programme qui peut vous convenir ou qui peut apporter un plus à tout le monde. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, même si j'étais long et un peu confus peut-être, mais j'espère avoir été assez clair. Merci beaucoup, Jean-Philippe Richter. Vraiment, c'est précieux. Et je pense déjà avec ce qui a été partagé, il y a beaucoup de aha, où on a des moments, ah oui, ça, je pourrais facilement changer. Sachez que vous pouvez bien sûr nous écrire. Vous avez sur la page qu'on vous a présentée, vous trouvez sur Global Human Values, donc toutes ces informations. Il y a aussi un endroit où vous pouvez directement poser des questions. Restons en contact. On a aussi une lettre nouvelle. Dès que vous cliquez sur Global Human Values, vous arrivez à un endroit où vous pouvez vous abonner à notre lettre nouvelle. Et chaque mois, on vous présente des nouveaux sujets. D'ailleurs, Natacha, pour terminer, notre prochain rendez-vous. Notre prochain rendez-vous, effectivement, c'est dans un mois, donc le quatrième jeudi du mois de mai. Et la date, C'est le 22 mai. exactement, le 22 mai. Et nous allons encore continuer avec une valeur, Astrid, et nous allons partager cette valeur comme nous l'avons fait pour la première fois. On avait partagé la valeur de l'écoute et là, on partira sur une autre valeur, mais ça sera une surprise. Restez connectés et puis soyez présents ce jour-là et vous allez voir, ça sera aussi quelque chose qui sera intéressant pour vous, qui vous apportera énormément de valeur. En tout cas, merci beaucoup Astrid, merci Docteur Richter. Franchement, nous avons appris énormément sur la santé. Et l'idée, effectivement, on parle de valeur, on parle de santé, mais c'est pour que nous tous, nous soyons conscients justement que nous avons aussi une responsabilité pour notre santé. Nous devons tous être actrices et acteurs de notre santé et avoir des informations justes
et pertinente, ça nous permet aussi de prendre des décisions de manière éclairée sur bah, ce que nous devons manger, comment nous devons boire, etc. En tout cas, ce fut vraiment très intéressant et j'invite vraiment les personnes à venir sur le site de la plateforme et puis encore à se renseigner vraiment sur ces éléments-là parce que c'est vraiment un élément important pour bah, justement garder notre santé ou améliorer la santé que nous avons. Un grand merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Astrid, tu veux dire un dernier mot? Je vous souhaite toute bonne santé et à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à À bientôt bientôt. tout le monde. Au Bientôt. revoir. Au revoir. Voilà, j'ai arrêté déjà.